Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast préféré, évidemment. Que serait le cyclisme sans le Petit Plateau? Que serait Milan sans Remo? Puisqu'évidemment, on va parler du premier monument. Ça y est, on y est. La Primavera, c'est désormais très, très, très bientôt. C'est aussi l'occasion de débriefer, du coup, eh bien, le week-end d'ouverture et les premières grandes courses étapes qui ont été Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Et pour ce menu copieux, eh bien, j'invite, comme à chaque épisode, finalement, mes deux compères du petit plateau, Alexis et Damien. Salut les copains! Salut tout le monde. Salut les amis, salut tout le monde. Alors je le disais, Milan-San Remo, c'est le premier monument. L'année passée, on avait eu petite surprise peut-être, hein, on peut le dire comme ça. Jasper Philipsen, le sprinter belge, s'était imposé sur la Primavera, sur la Via Roma à Milan-San Remo. Je vous propose bien d'attaquer directement le vif du sujet. On va aborder Milan-San Remo à travers une série de questions. Et la première est la suivante. Est-ce que selon vous, Jasper Philipsen peut réaliser le doublé, oui ou non? Écoute, j'allais te dire, je me rappelle que l'année passée, on avait évoqué est-ce que Philipsen peut gagner. J'avais dit jamais de la vie. Donc méfiez-vous de ma réponse ici. Euh, non, alors pour répondre à la question, oui, il peut. D'autant plus après ce que j'ai vu sur le Newsblatt et sur Kurn, où il m'a semblé encore plus costaud qu'avant dans les bosses, peut-être un peu moins rapide. J'ai l'impression que la transition continue. Après, pour autant, tout costaud qu'il soit dans les bosses, ce sera pas mon favori. Ouais, c'est ça. Je pense que le Poggio, il va le monter très très rapidement. Il est plus fort, à mon avis, sur le Peugeot que l'année dernière, mais paradoxalement, alors que pareil, je le voyais pas forcément gagnant l'année dernière, je le vois moins capable de venir gagner cette année, notamment en raison des différents scénarios de course possibles dont on reparlera tout à l'heure. Mais voilà, je pense que cette année, s'il y a un Alpecin qui gagne, ce sera pas lui. Ouais, je suis assez d'accord avec vous aussi. C'est vrai que Damien, tu disais, j'allais dire en guise de boutade, enfin quoique, jamais tu n'aurais vu Philippe Sengay la saison passée. Moi, j'avais dit jamais Van Der Poel avec le numéro un et le maillot Ouais. arc-en-ciel ne va se mettre à plat ventre pour Philipsen. C'est ce qu'il a fait finalement. Voilà, on ne peut jamais présager, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer Jasper Philipsen venir ici voler la vedette finalement à son leader, Mathieu Van Der Poel, parce que Mathieu Van Der Poel, c'est un des tout grands favoris, évidemment, comme chaque fois désormais d'un monument, quelque part, pendant le printemps. Et donc, Mathieu Van Der Poel fait partie de ses favoris. Est-ce que c'est votre favori pour cette édition de Milan-San Remo? Et de manière plus générale, je vais peut-être vous demander dans un premier temps de juste me citer pardon, un nom qui est votre favori pour ce Milan-San Remo. Bah, Mathieu Van Der Poel. ouais, c'est Eh ben, dur, c'est hein, bien. Mais il y c'est aura dur de débat. citer un nom, mais Il y aura débat j'ai- parce que moi je vais prendre l'autre, hein, l'autre ogre, c'est Tadej Pogacar. Donc voilà, mais justement, on va évidemment rester un petit moment sur ces deux coureurs. Euh, Tadej Pogacar, peut-être voir un petit peu sa préparation. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est le grand favori. Parce que Tadej Pogacar, il a axé, on sait que c'était peut-être le principal objectif de son printemps, c'était Milan-San Remo. Il le voulait vraiment. Il a donc axé toute sa préparation sur cette course. On a vu en début de saison ici, notamment sur l'Estradé, bien évidemment, qu'il est en forme. Et contrairement à l'année passée, il n'a pas fait les mêmes efforts, mais il a quand même gagné haut la main facilement. On se rappelle tous cette chute sur l'Estradé. Euh, il y a eu un peu de concurrence cette année-ci, un peu plus en tout cas que l'année passée, mais c'est pas ça qui fait que Tadej a été mis en difficulté. Donc je pense qu'il arrive avec un état de forme aussi grand que l'année passée. L'année passée, il lui avait manqué un tout petit quelque chose. Et cette année-ci, ben moi, j'ai l'impression que ce petit quelque chose, il ne lui manquera pas, justement. Il est dans une évolution au niveau de sa préparation. On sait qu'il a changé de coach l'année passée. Et donc ici, maintenant, c'est la deuxième saison qu'il commence avec son nouveau coach, son même coach finalement. Et donc tous ces éléments me font me dire que il aura un petit supplément finalement cette année-ci par rapport à l'année passée. Et c'est peut-être ça qui va lui donner la victoire. En tous les cas, voilà, ce que j'ai vu sur l'Estradé me confirme qu'il est prêt et que, bah, évidemment, mais même sans ça, on aurait pu le dire, évidemment, mais que, évidemment, il faudra compter avec le Slovène. ouais, Ben, à fond. ça, il est toujours prêt de toute façon, C'est ça. Pogacar. Maintenant, euh, je sais pas. En fait, l'Estradé, c'est dur. Et Milan-San Remo, c'est plus facile. C'est toujours la Bien même sûr. problématique avec Tadej Pogacar. Et
avant de te dire pourquoi je vois plus VTP que Pogacar, moi j'aimerais bien vous poser une question justement avec Stradé. On va sortir un tout petit peu de Milan-San Remo parce qu'il y a eu ce débat qui a fait rage et j'aimerais bien votre avis là-dessus. Donc les Stradé, on les durcit. Je ne vais pas vous demander si c'est nécessaire, parce que je pense que nécessaire, ça ne l'est pas. Je vais plutôt retourner la question et vous dire, est-ce que c'est problématique? J'ai entendu pas mal de gens s'en plaindre, même sur Bistro Vélo d'Eurosport, ils étaient tous d'accord, que ce soit Alexis Brunel qui était invité, que ce soit Steve Chenel ou Nicolas Fritsch, ils sont tous d'accord pour dire, mais non, ça sert à rien, c'est rajouter, une boucle qui sert pas, etc., qu'on voit pas la télé. Bon, ça, c'est un autre problème, c'est un problème de diffusion où on pourrait peut-être revoir les choses. Euh, mais moi, quand je vois le classement d'Estradé, bah, je sais pas. On dit que on endurcit tellement que maintenant c'est pour les grimpeurs que Chic que Chak, je sais pas. Tout le monde se dit ça parce que Pogacar est au départ, mais un peu moins dur ou un peu plus dur, Pogacar il va l'écraser la course, hein. Si je vois les mecs derrière, allez, je vois Kort par exemple qui est à 6e. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est trop dur ou que ce soit problématique, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce qu'on en a beaucoup entendu parler à gauche à droite. Donc, Ouais, tu t'as donné absolument tous les éléments de réponse. Selon moi, c'est pas nécessaire parce ah, que pardon. non, non, t'inquiète, c'est pas nécessaire, d'autant plus qu'on les voit pas à la télévision, ces fameuses routes blanches pour la plupart. Maintenant, on a pu entendre dire que c'est devenu une course pour grimpeurs, je suis pas d'accord. Dans le sens où oui, si on prend l'exemple de gars comme Van Der Poel ou Wout van Aert, le durcissement ne leur convient pas forcément dans le sens où ils ont moins de chances de battre Pogacar, là où ils auraient peut-être plus de chances de le battre sans durcissement. Mais c'est pas pour autant que ces gars-là, Van Der Poel, Van Aert, seraient battus par des Carapace ou par Bernal. Au contraire, si on n'a pas Pogacar, mais qu'on a les punchers contre Carapace Bernal, ben, le durcissement ferait en sorte qu'on pourrait avoir un beau duel entre les deux. Mais là où c'est problématique, c'est pas que ça devienne plus dur. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a Pogacar au départ. Parce que le fait qu'il soit au départ, ça va empêcher les punchers de le battre. Et les grands grimpeurs, ben, de toute façon, ils n'ont aucune chance face à lui non plus. Donc, résultat des courses, il y a moins de suspense, mais pas à cause du durcissement. Il y a moins de suspense à cause de Pogacar. Ben, c'est vrai que quand on regarde le classement d'Estradé, il y a un truc qui est marquant cette saison-ci notamment, c'est le fait qu'ils arrivent jamais en groupe, hein. Et je parle pas de la victoire, je parle vraiment ici de quand on regarde le top 10, je pense qu'il n'y en a pas deux qui arrivent en même temps, dans la même seconde. On se croirait dans une étape de haute montagne d'un grand tour. Et là où je peux effectivement rejoindre les craintes, c'est que l'Estradé Bianche, ce qui fait la magie de cette course, c'est justement ce côté un petit peu, c'est ce qu'on a avec Paris-Roubaix et ce qu'on a avec la classique Arène, c'est ce côté un peu graveleux, au sens littéral du terme, un peu gravel. Oui, oui, et c'est ça qui fait le charme de cette course-là. Et c'est vrai que si on se retrouve face à une course qui est trop montagneuse, entre guillemets. Alors, il n'y a pas de montagne dans ce coin de la Toscane, mais je veux dire, il y a un D+, qui est quand même assez astronomique, qu'on ne retrouve pas dans les autres courses de type gravel. Ben, c'est vrai que ça peut, entre guillemets, peut-être dénaturer ce qui faisait au départ, en tous les cas, le sel de cette course-là. Je peux comprendre que des mecs qui vont viser la gang sur Roubaix n'aillent pas sur l'Estradé, parce que l'Estradé, c'est trop dur. Le problème, c'est que les chemins blancs qui sont utilisés sont des chemins blancs qui sont très compliqués. Alexis, toi qui... Alors, on n'est pas pro, évidemment, mais tu as eu l'occasion de rouler sur quelques-unes de ces routes blanches. C'est quand même un exercice à part entière. Ouais. Et on parle de certains passages où on a à 10%, hein, donc déjà à Ouais, 10% sur du même tarmac, il faut plus, hein. pouvoir Ouais, suivre ouais. Pogacar. Voilà, mais alors quand effectivement c'est sur du gravier en plus, ça devient compliqué. Et donc, moi, j'ai rien contre le fait qu'on rajoute une boucle. Même si on ne la voit pas à la télévision, ça ne me pose aucun problème. Mais qu'on mette alors des chemins blancs, des portions qui sont, euh, qui vont être plus dynamiques, mais qui vont être moins pentues. Et il y Mm. en a dans la région, hein, il y en a plein, il y en a partout de toute façon des chemins blancs. Ouais. Donc c'est ça que moi je regrette un petit peu, c'est qu'effectivement ça devient une course où on veut absolument mettre trop de difficultés, un peu comme dans un grand tour, on veut mettre trop de hautes montagnes. Ça tue finalement, je dirais, l'objectif de départ. Et donc voilà, je trouve qu'effectivement, c'était pas nécessaire et ça casse même un petit peu le suspense, indépendamment d'un Pogacar, même si, c'est ce que je disais au début, quand on regarde le top 10, bah, c'est grisant parce que personne n'arrive en même temps et voilà, c'est ça aussi la beauté de cette course-là. Ouais. Ah oui, oui. Non, j'entends, hein,
voilà, je ne suis pas convaincu, mais j'entends. En fait, tu vois, quand tu dis ils arrivent tous séparés, c'est ce qu'il disait aussi sur Eurosport, de dire tu prends l'antenne, il y a déjà plus que 30 mecs, Ouais. si tout va bien, quoi qu'ils sont ensemble, etc. En vrai, ça me gêne pas tellement. Alors, par contre, rien à voir avec le débat, mais qui nous propose une intégrale, quoi. Bah oui. Tu vois, au niveau de la diffusion, qui nous propose une Oh oui, intégrale oui, et tout sera très bien. si ça veut devenir un monument, c'est normal que ce soit une intégrale. C'est presque incompréhensible qu'on n'ait pas droit à une intégrale sur une telle course. Bien sûr. Et ça, c'est le seul truc où ça m'embêterait, c'est qu'on dise qu'ils ont durci pour devenir un monument. Parce que ça n'aurait aucun sens. Qu'on arrête avec cette Non. histoire d'en faire un monument, hein. Je l'adore, hein, cette course, mais qu'on arrête avec ce débat qui n'en est pas. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, mais voilà. Oui, et donc, par contre, maintenant, je reviens sur ce que tu disais avant qu'on digresse sur l'Estradé. Tu as dit pourquoi Pogacar. Moi, je vais te dire pourquoi pas Pogacar ou pourquoi VDP. C'est pas encore exactement la même chose, mais en fait, VDP, sur ce que j'ai vu. Alors, j'ai envie de te dire depuis ce début de saison, parce que déjà sa reprise sur le Sama, elle était sympa, hein. Il fait effort sur effort et puis il vient faire son sprint très tranquille. Ce qu'il a montré sur Tirreno, où il n'a pas juste fait en dilettante, c'était impressionnant. Mais j'ai envie d'ajouter, même si ça n'a pas grand-chose à voir dans la forme actuelle, ce que j'ai vu sur les mondiaux de l'année passée. Je pense que VDP, il est plus fort que jamais, là. Il a continué encore à progresser. Et moi, ce VDP-là, sur, euh, sur un Poggio, ou même sur une Cipressa, ou sur tout ce que tu veux, sur un Milan-San Remo, en tout cas, tu le lâches pas. Mm. S'il y en a un qui lâche l'autre, ce serait lui. Ça, j'y crois pas trop non plus. Mais s'ils arrivent dans un sprint, pour moi, il est plus rapide que Pogacar. Pogacar a une belle pointe de vitesse, mais VDP, c'est encore autre chose. Donc, Ouais, surtout là, voilà. sur Tirreno, c'est sprint. Moi, j'ai jamais vu aussi rapide au sprint. C'était Mhm. monstrueux. Alors, c'est pas un sprint à deux, où on sait qu'il est pas toujours, c'est pas toujours là où il est le plus fort, mais les efforts qu'il fait, franchement, c'était incroyable. Et la plupart du temps, il était bloqué, il n'a pas voulu forcer le passage, qu'on peut comprendre, parce que c'est Tirreno, c'est pas Milan-San Remo. Mais non, non, et tu te souviens, je t'avais même envoyé un message de sa main, j'ai dit, ce Van der Poel là, il me fait peur, quoi. Et je suis assez d'accord, je vais pas partir trop dans les détails, parce on y reviendra, mais oui, non, je ne le vois pas être lâché, sauf vraiment s'il doit faire des efforts monstrueux et encore. Et, euh, et voilà, et si on a bien un qui doit lâcher l'autre, pas à la pédale, mais sur un contre, j'imagine plus, parce que c'est Pogacar qui va attaquer en premier, j'imagine plus Van der Poel savoir s'éloigner que Pogacar en fait. Est-ce que depuis le début de la saison ici, Mathieu Van Der Poel vous semble plus fort que jamais, plus fort que la saison passée? On sait que la saison passée, il a fait un truc monstrueux, mais il l'a fait un tout petit peu plus tard Ouais. sur le Ronde et puis sur Roubaix. Moi, je- La saison précédente, il était au top de sa forme sur Milan-San Remo, il l'a gagné. On sait que Mathieu Van Der Poel, il va gagner, enfin, il va courir, pardon, 6-7 jours sur la saison qui sont ses objectifs. Et souvent là-dessus, il est quasi imbattable, comme Pogacar l'est aussi. Donc, est-ce que Van Der Poel vous donne une meilleure impression à ce stade-ci de la saison que l'année passée, par exemple? Oui, même si je trouve que ce sera encore plus intéressant de répondre à cette question après Milan-San Remo. Mais oui, il donne cette. C'est même pas une question de saison, c'est une question de progression constante. Tout le temps, mois après mois, il a l'air de plus en plus fort, quoi. C'est comme Pogacar. C'est vraiment impressionnant, c'est effrayant, et tu te dis, mais quand est-ce qu'il va enfin s'arrêter? Non, vraiment, j'ai hâte de voir son état de forme parce que moi, il m'effraie là. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas si ça pourra se marquer sur les pavés, s'il est encore plus fort, tellement c'était fort l'année passée. Mais là, sur Milan-San Remo et sur ce début de saison, je trouve qu'il n'y a pas photo. Ouais. Je l'ai jamais vu comme ça, je crois. Mais on avait déjà vu dès le cyclo-cross finalement, hein, Mhm. où il survolait la concurrence. Alors c'est vrai que il y avait un Van Aert qui était moins affûté très nettement, hein, par rapport aux saisons précédentes, en tout cas il y a 2 ans même. Mais voilà, depuis le début de l'année, même pas de la saison, mais depuis le début de l'année, il est increvable. C'est, c'est- il est une jambe au-dessus de tous les adversaires, même s'il ne gagne pas tout le temps. Ouais. Et du coup, on a ce duel, Van Der Poel contre Pogacar, Pogacar contre Van Der Poel. Comment justement vous voyez ce mano à mano? Est-ce que c'est dans le Poggio que tout devrait se décider entre les deux hommes, ou bien l'un ne s'aimera pas l'autre finalement, et c'est dans la descente, et plus précisément même dans les derniers 1200-1300 mètres de faux plat ou de plat de la Via Roma,
que devrait se jouer ce Milan-San Remo, entre ces deux hommes peut-être. Ouais, je vais griller la politesse parce qu'après j'ai une question pour Alexis, parce que je suis pas décidé par contre sur ça. Là où je suis décidé, c'est que je vois pas un capable de distancer l'autre, Mm. ni dans un sens ni dans l'autre. Là où je suis décidé, c'est que Pogacar va essayer de distancer Van der Poel. Là où je suis pas décidé, où je vais poser la question à Alexis, mais ça vaut aussi pour toi Romain, c'est est-ce que Van der Poel va essayer de distancer Pogacar ou est-ce qu'il va se contenter de le suivre et puis d'aller au sprint avec et de l'aligner? C'est dur à dire, mais si on prend l'exemple de l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, quand il gagne, c'est le plus fort, hein. Vraiment, je dis absolument pas le contraire. Mais il arrive à contrer parce que c'est pas lui qui fait directement l'effort sur Pogacar. Euh, Milan-San Remo, le Poggio, ça se monte tellement vite qu'il y a énormément d'aspiration. Et Van der Poel en 2023, il est derrière la grosse carcasse de Wout van Aert, et là, il sait remettre un coup. L'année passée, moi, je reste persuadé que après la descente, il est un peu cuit et il est persuadé que c'est Philipsen la meilleure carte chez eux. Donc, je suis pas sûr que. Alors, en fait, voilà, pour être clair. Si il arrive à le contrer, c'est qu'il a fait tout le Poggio dans sa roue et qu'il n'y a pas eu un seul mètre d'écart. Si il doit faire des efforts, je pense qu'il sera asphyxié et il devra attendre le replat pour tenter quelque chose. Et alors, je pense qu'il ira plutôt au sprint. Oui, en sachant on connaît les qualités, mais aussi les défauts de Van der Poel au sprint. Mhm. Si on accepte cette incroyable Amstel Gold Race où il revient de derrière pendant que les quatre premiers se regardent, Van der Poel gagne rarement des sprints longs en petit comité. Comme tu l'as très bien dit, Alexis, dans les courses à étapes, quand il va gagner des sprints, c'est des sprints peut-être longs, mais où il y a un train pour lui, etc. Mhm. Maintenant, on sait que de plus en plus, c'est lui qui fait le train, notamment pour Philipsen. Euh, on peut imaginer, hein, je ne sais pas, on peut imaginer que même sur un sprint à l'un contre l'autre, avec le même niveau d'effort antécédent, il ne part pas nécessairement favori, je trouve. Il a une puissance de bœuf, c'est clair. Mais maintenant, on sait que Pogacar nous étonne tous les jours. Et moi, c'est en ça où je pense qu'un Pogacar et un Van der Poel vont probablement passer effectivement le Poggio très serré l'un par Mhm. rapport à l'autre. Sûrement. Je vois bien effectivement Van der Poel devoir s'arracher pour suivre Pogacar. Euh, si Pogacar passe comme il l'avait déjà fait finalement, hein, avec quelques mètres d'avance, quelques dizaines de mètres d'avance sur Van der Poel, ça va être compliqué parce que Pogacar est un très bon descendeur en plus. Alors Van der Poel est un bon descendeur aussi, hein, mais Pogacar est un excellent descendeur. Et je répète, c'est l'objectif de Pogacar. Alors que Van der Poel, c'est un des objectifs. Il y a aussi les monuments pavés qui arrivent derrière. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je vois bien Pogacar avoir la maîtrise parfaite de ce final. Quand je dis la maîtrise parfaite, c'est de savoir exactement, presque à chaque hectomètre de 10 derniers kilomètres, à partir du moment où on commence le Poggio, de savoir exactement ce qu'il doit faire en fonction de qui est dans sa roue, de qui ne l'est pas, de où il en est. Et c'est en ça où, pour moi, Pogacar va avoir un petit peu d'avance, entre guillemets, sur Van der Poel. Euh, mais effectivement, si Pogacar arrive au bas du podium avec Van der Poel et que ça se regarde, ce sera pour Van der Poel. Pogacar doit prendre l'ascendant, si c'est pas dans le podium, dans les descente, si c'est pas dans la descente, il doit continuer. Et il doit en mettre plein la vue à Van der Poel. Et Van der Poel est peut-être le plus fort qu'il ne l'a jamais été. Je pense que Pogacar est encore plus fort, en tout cas sur une course aussi grande, aussi compliquée. C'est marrant parce que j'allais dire, quitte à vous choquer un petit peu, je pense que en partant du principe que tous les deux essayent de s'échapper sur le Poggio, je donne plus de chance à VDP de lâcher Pogacar. Ah oui. Je sais, c'est surprenant. C'est le Damien 2025, troisième saison du petit plateau. Il ose aller un peu contre Pogacar, son idole, voilà. Non, mais blague à part, ce VDP-là sur une côte comme le Poggio, pour moi, oui. Peut-être que je dis de la merde, mais je pense qu'il est même capable de faire plier Pogacar. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, et personne n'en parle, et donc peut-être aussi que c'est moi qui veux inventer un truc qui n'existe pas. Je sais que Pogacar est Pogacar, mais il a chuté quand même.
Je Ouais. sais, il a rien de cassé et tout ça, mais quoi, ça compte pas du tout une chute pareille? Mentalement, oui, mais plus Je sais physiquement, pas, je pense pas. hein. Ou Mais alors il a des tu crois pas que ça a contusions, pu retarder un tout petit peu? Enfin, j'en sais rien, hein. sauf s'il a des contusions dont il a pas parlé. Mais sinon, il avait l'air quand même relativement bien. Donc non, je pense Ah pas. oui, Je pense pas. OK. Par contre, ce dont on en reparlera, mais c'est vrai que sur une ascension de 5 minutes 40, qui sera plutôt 5 minutes 30 maintenant cette année, à mon avis, dans le Poggio, Van der Poel peut être meilleur que Pogacar. Mais on y reviendra à mon avis, mais UAE va tellement visser que peut-être que là, l'avantage reviendra un petit peu sur Pogacar, pas pour lâcher Van der Poel, mais pour ne pas se faire lâcher dans le Poggio. Mmh. Mais je pense qu'effectivement, vous avez raison tous les deux. Si Van der Poel at attaque, on peut le dire franchement, dès le début du pied, on sait que Van der Poel aura pour objectif d'essayer de laisser quelques mètres entre lui et Pogacar au sommet. Mais s'il laisse l'initiative, entre guillemets, à Pogacar ou à UAE, hein, on peut imaginer qu'un Tim Wellens, par exemple, ou un Jonathan Narvaez, notamment, enfin, entame le Poggio en tête d'un petit groupe, d'un petit peloton. S'il laisse l'initiative à UAE, c'est déjà un signal en soi. Ça veut dire que l'objectif, ce sera de ne pas être lâché par Pogacar. Ce qui, Si en tu veux soi, battre c'est Pogacar, tu dois piéger Pogacar. Et j'ai pas le sentiment qu'on peut piéger Pogacar sur le Poggio, même si Mathieu a plus de puissance. euh, comme disait Alexis, ça se monte tellement vite, il y a une aspiration, ça va être très tactique. Pogacar est un gars très tactique, Van der Poel aussi, hein, mais je pense que si Van der Poel prend l'initiative au pied du Poggio, Pogacar se méfie, il sera prêt à pouvoir répondre. Et il suffira à ce moment-là de rester dans la roue. Et dans ce cas-là, c'est Van der Poel qui aura fait l'effort et Pogacar qui sera mais tranquille. je pense que Van der Poel Donc, va pas prendre l'initiative je pense pas. parce qu'il sait que Pogacar va attaquer, qu'il va se mettre dans sa roue et qu'il a Philipsen. Oui, Il y a le côté Philipsen, même si on en avait parlé en off, j'ai l'impression que Van der Poel aurait plus de chance dans un sprint à deux contre Pogacar que Philipsen. On y reviendra dans un groupe, dans un sprint groupé cette année. Mais tactiquement, il doit utiliser Philipsen pour ne pas relayer Pogacar et arriver plus frais au sprint. Donc je pense pas qu'il va attaquer de lui-même, sauf s'ils sont qu'à deux et qu'ils se Moi, sont poussés des ailes comme il y a 2 ans. Mais sinon, il a tout intérêt à ne pas contrer. là aussi, je prends peut-être un peu d'avance et on y reviendra, mais en fait, UAE, quand il y a Pogacar, c'est parce que Pogacar est largement au-dessus, mais des fois, tu te dis, ils auraient la possibilité aussi de jouer plus tactique, justement, et de miser sur plusieurs cartes, ils ne le feront pas. Donc, en fait, c'est Pogacar contre le reste. Même si, évidemment, on cite Van der Poel, mais c'est quand même des blocs qui vont être face à lui, dont le bloc Alpecin, hein, pour rester sur Van der Poel, qui peut jouer tactiquement, qui peut dire, moi j'ai lui derrière, qui peut... Pogacar, même s'il a lui derrière, bah, il s'en fout, c'est pour lui. Il n'aura pas lui derrière, de toute façon, les autres, ils sont juste là pour l'herbiner. et imaginons qu'on arrive au pied du Poggio. On peut difficilement imaginer un autre scénario que celui de UAE ou Alpecin qui met un train d'enfer comme on n'a jamais vu. Et effectivement, Alexis, je pense que le du Poggio devrait tomber cette année-ci. Mais imaginons qu'un Narvaez attaque. C'est Un pas Narvaez impossible. attaque. Tout UAE est devant. Narvaez entame le Poggio en tête. Hop, et UAE, on fait barrage, on laisse Narvaez et on laisse l'initiative, entre guillemets, à Alpecin et à Van der Poel d'aller rechercher Narvaez avec Pogacar qui est la contre. Il- Parce que la question du C'est surnombre, entre guillemets, de Van der Poel et de Philipsen, qui a joué très nettement, enfin, qui a réussi l'année passée, est-ce qu'on peut imaginer que cette fois-ci, ce soit à l'inverse et que si Pogacar ne gagne pas, que ce soit un de ses équipiers qui gagne? c'est très Alors, intéressant. Mais ouais, j'ai juste une phrase et puis je te laisse, Damien, c'est très intéressant. ouais, Et vas-y, vas-y. tactiquement, ce serait malin, mais je pense que l'empereur sera pas d'accord, tout simplement. Ouais. Moi, j'allais dire, Romain, je te veux dans la voiture, parce que je pense qu'ils ont plus de chances de gagner comme ça, mais ils le feront pas. Ouais, on parlera de la tactique, mais je me demande même si, ouais, je sais pas, ça va vraiment être tuer tout le monde pour que moi je puisse attaquer et m'isoler. Je pense que c'est juste ça. Et alors dans Et ces donc, cas-là, je pense que c'est Philipsen qui doit aller, peut-être, je sais pas. si on résume, effectivement, a priori, Van der Poel et Pogacar doivent partir dans un mano à mano, soit dans le Poggio, soit dans la descente du Poggio, soit dans le sprint final. Euh,
est-ce que, parce que finalement, nous, on s'est ici focalisé sur un duel, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un troisième homme parvienne à les suivre, voire anticipe, hein, pourquoi pas finalement est-ce que vous voyez quelqu'un, un coureur dans ce peloton, capable de suivre Pogacar et Van der Poel sur le podium? Si on parle du principe qu'il y aura un scénario classique, c'est-à-dire Vis et Pogacar attaque dans le Poggio avec Van der Poel dans la roue, ou inversement, disons. Je pense qu'il y en a un qui va suivre, et je l'espère, c'est Pipo Ganna, qui est absolument Euh, monstrueux et qui a envie de gagner Milan-San Remo et qui a déjà montré qu'il était très fort dans le Poggio. et qui n'a jamais été aussi fort non plus à ce Ouais. niveau-là, hein, pour grimper et tout ça. Ce qu'il a fait sur Tirreno, c'est une dinguerie absolue, hein, mais Ouais. dinguerie. Donc je suis assez d'accord, même si c'est pas le premier nom que je citerai. Il y a 2 noms que j'aurais cités et où j'hésite un peu. Et voilà, je sais même pas si je dois en parler. Mais donc il y aurait eu Ghana. Mais le premier, moi, c'est Pidcock. Pidcock, sur l'Estradé, on en a un peu parlé entre nous. Il suit parce que Pogacar le tolère, mais il n'aurait pas suivi l'année passée. C'est-à-dire que ce que Pogacar a fait sur l'Estradé, l'année passée, il n'y a personne qui est dans sa roue. Là, Pidcock, il y est. Si Pogacar veut vraiment insister à ce moment-là et le lâcher très rapidement, il le lâche, j'en suis persuadé. Mais c'est pas du tout le même type d'effort. Et ouais, lâcher le Pidcock qu'on voit depuis début de saison sur le Poggio, je sais pas. Je pense qu'il peut se faire mal, s'arracher. Alors, est-ce qu'il passe dans la roue ou à 5 mètres et il fait la descente? Voilà. Mais ouais, je vois bien Pidcock, je vois bien Ouais. Ghana. Et il y en a un où je suis très curieux, je vais quand même le citer en fait, mais malheureusement, il n'a pas fait les courses, il n'a pas fait l'Estradé parce qu'il s'était blessé, malade, je ne sais plus. C'est Van Gils qui faisait un bon début de saison et voilà, je sais pas, j'aurais eu envie de croire que oui, mais là on n'a pas assez de poids de repère et c'est peut-être quand même encore un cran trop haut, quoi. C'est ça, moi je les vois dans un groupe pas loin. Pidcock, j'ai pensé à lui, mais j'ai quand même un peu peur que ses 55 kilos soient un peu légers face aux 1500 watts que, que Pogacar et Van der Hmm. Poel vont pousser. Donc je sais pas. Et alors Pedersen, pareil, c'est toujours pareil, on parle de lui à la mise en son Remo, mais il m'a quand même l'air un petit peu juste sur le Poggio. Donc pour moi, il sera aussi dans un groupe derrière, juste derrière, pas loin, quoi. Oui, c'est vrai que tu évoques ici Mats Pedersen qu'on a pu voir sur Paris-Nice, dans un rôle à la Pedersen aussi, hein, qui se plaisir, qui se teste en fait avant Milan-San Remo, qui impressionne en tous les cas dans des ascensions. On a cité Pipo Ganna qui a impressionné aussi dans les côtes, notamment l'étape reine de Tirreno. Euh, Ils ont été impressionnants parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là, dans ce genre de côte-là. Et donc, j'ai parfois un peu l'impression que ça nous occulte, entre guillemets, le côté réaliste de la chose. C'est-à-dire qu'ils vont être certainement plus forts qu'ils n'ont jamais été dans ce Poggio. Mais est-ce que ce sera pour autant suffisant pour suivre Pogacar et Van der Poel? La seule solution qui pourrait permettre à ces deux-là, et je vais mettre Pidcock dans la boucle aussi, mais donc de suivre les deux monstres, ce serait d'arriver dans un tout petit groupe au pied du Poggio. Parce que Mhm. la bataille de placement, elle va Ouais, être d'enfer. C'est-à-dire que ces mecs-là, s'ils veulent atteindre le Poggio avec Pogacar et Van der Poel, ils doivent être dans la roue dès le départ. c'est sûr. Ouais. Et on va avoir quand même encore des équipiers certainement de Pogacar ou de Van der Poel, peut-être aussi des Ineos ou des Lidl. Et donc, si les gens arrivent avec leur train, etc., ça va pas aller. Il faut se caler. Tu l'as très bien dit, Alexis. Il faut se caler dans la roue, profiter de l'aspiration. Hein, on est quand même sur le Poggio, on est sur du 4-5%. Je pense qu'il y a un Ouais. passage à 8% maximum. Ça va se monter soit au sprint, soit à la puissance. Et c'est vrai qu'en sprint ou puissance, Ganna ou Pedersen sont peut-être, de ce qu'on a pu voir effectivement sur la semaine, à la fois à Paris-Nice et à Tirreno, sont peut-être les deux seuls capables de suivre. Et assez curieusement, je crois plus en Pidcock. Pidcock Ah qui ouais. pourrait, avec son petit format, se caler dans la roue Oui, d'un ça. Van der Poel, par exemple, pardon, et se laisser entraîner en fait jusqu'en haut du Poggio, quitte à effectivement lâcher quelques mètres. Mais bon, je pense que s'il passe le sommet du Poggio avec 100 mètres de retard sur un Van der Poel, il peut les reprendre, hein, Pidcock. Mm. Sur Pogacar, je suis pas certain. Mais sur Van der Poel, il peut les reprendre. C'est une descente pas non plus très pentue, hein, donc c'est pas Non, non. la Mais meilleure descente pour Pidcock non plus.
C'est très roulant, mais ça reste quand même assez technique. Rappelez-vous Ouais, Mohoric qui va gagner bien grâce sûr. à cette descente, hein. Je disais instinctivement, mais peut-être que mon instinct est mauvais. Celui des trois que je vois le plus suivre, c'est Ghana quand même. Mais pareil, que comme tu disais, Romain, s'il n'est pas dans la roue, c'est mort. Ouais, ça c'est clair. C'est clair que tu as raison de le préciser. Il faut être direct placé parce que s'il y a un trou, ils ne le referont jamais, aucun des trois. Mhm. Pedersen, je ne sais pas pourquoi. Il m'a impressionné, oui, sur Paris-Nice. Mais j'ai l'impression, il y avait aussi le temps qui était dégueulasse. J'ai l'impression que c'est sur la résistance qu'il est impressionnant. Et je sais pas, sur Mhm. le Poggio, j'ai tendance à penser qu'il craquerait un petit peu quand même, en fait. On annonce de la pluie pour ce Milan-San Remo. Ça peut peut-être jouer. En tout cas, on sait que Pedersen adore ce genre de météo, mais on sait aussi que Pogacar et Van der Poel peuvent tout à fait C'est ça. performer dans cette météo-là. Donc, ça change pas grand-chose pour ce trio-là en tous les cas. Non. Ghana, Pidcock, faudra voir. Euh, ok, eh ben, admettons, dans un scénario complètement fou, euh, Pogacar, Van der Poel, Ganna, Pedersen, Pidcock, peut-être un Philipsen, peut-être d'autres encore. Tous ces gars-là, euh, soit passent ensemble le Poggio, soit arrivent au bas du Poggio ensemble. Imaginons un petit tir groupé comme on a eu finalement la saison passée. Euh, Est-ce que, selon vous, il y a un sprinter capable de passer avec les meilleurs, ou en tout cas de ne pas passer trop loin, et de pouvoir venir surprendre tout le monde et de remporter ce bilan sans Remo? Ben, le plus capable de passer la bosse, pour moi, oui, c'est Philipsen. Maintenant, si tu me demandes, imaginons à Milan-San Remo, ancienne époque, je vais dire ainsi, même si c'est pas non plus d'avant-guerre, hein, où ça regroupait vraiment pour un sprint. Je parle pas d'un sprint massif, je parle du fait qu'il y aurait plusieurs sprinteurs pouvant passer les bosses. Alors, bah, je vais pas parler de Philipsen à ce moment-là. Il sera là, mais je le vois pas gagner. Euh, Quoique, on va y revenir. Euh, je sais qu'Alexis va dire, et ça semble assez logique d'en parler, mais moi je ne vais pas le mentionner, je laisserai Alexis en Merci. parler. Moi je vais parler de Olaf Koy. Mhm. Parce que Olaf Koy, je reviens chaque fois avec ça, il passe quand même vraiment bien les boss en fait. On se rend peut-être pas assez compte, mais l'année passée, je sais pas en temps finalement ce que ça donne ou en position, mais il n'est pas si loin d'accrocher. Bon, tout... Allez, avec toutes les pincettes à prendre, hein, il n'était pas juste derrière, mais il n'était pas si loin et j'ai l'impression qu'il progresse d'année en année. Et voilà, et je le vois bien en sprint pur pouvoir battre Philipsen. Je remets ma petite nuance quand j'ai dit quoique, on en reparlera. En fait, c'est vrai que je dis ça en pensant à un sprint entre eux, comme ça, juste entre eux. Par contre, si c'est un sprint et que tu as Van Der Poel et Groves qui emmènent pour Philipsen, en fait, c'est Ouais. vrai qu'il peut même les aligner tous alors. Sauf s'il y a un autre train qui viendra leur faire concurrence. Euh, donc évidemment, je vais vous parler de quel train, enfin, je vais vous dire de tel train pardon, je Lidl. parle. Mais avant ça, j'ai juste envie de dire aussi, en parlant de sprint, je suis très curieux de voir celui de Ghana, hein. Voilà, je suis pas le seul à y penser, Mhm. mais Ghana au sprint, c'est pas rien non plus. Et s'ils arrivent avec Pogacar, Van der Poel et Ghana, c'est pas sûr que Ghana ne gagne pas. Donc qui a le plus de chance parmi les sprinters? Théoriquement, Philipsen, oui. Koy, j'y avais pensé. Mais voilà, moi c'est ici que j'imagine Peterson dans un tout autre rôle. C'est-à-dire que si il suit Pogacar, Van der Poel, Ghana, il ne roulera pas pour son sprinter derrière, qui est donc évidemment Jonathan Milan. Et s'il est dans un deuxième groupe, ben, il fera partie du train Lidl Trek avec Stuyven, Pedersen, peut-être Søren Kragh Andersen, qui pour moi sont capables de revenir sur trois gars qui vont se regarder devant. Et à ce moment-là, si Milan arrive à passer avec un groupe comme l'année dernière, Milan n'était pas là, mais comme le groupe de l'année dernière, là, je pense que lui va gagner Milan-San Remo. Et alors, j'avais deux autres noms, mais je les dirai après le tien, Romain. Ben, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, ce qui est amusant, c'est que vous évoquez les trains. Par exemple, je vois pas un Caden Groves, voir un Non. Søren Kragh Andersen passer avec les meilleurs, même revenir. Je pense que ces gars-là vont arriver avec au minimum 30 secondes dans la vue au sommet du Poggio et on les reprend pas les 30 secondes sur la descente du Poggio. Donc pour moi, ça va être vraiment très très serré et on a cité effectivement ben, le duo Van der Poel-Philipsen, on sait combien il est efficace. Euh, Si Milan parvient à passer en même temps, j'y crois pas personnellement, mais si Milan parvient à passer en même temps que Pedersen et que tous les autres fantastiques, ça devient effectivement très très intéressant
est-ce que Pedersen va jouer à fond la carte de... Je disais l'année passée que Van der Poel ne jouerait pas la carte de Philipsen, hein. Donc je me plante souvent aussi, mais je vois pas Pedersen jouer à fond la carte de quelqu'un d'autre pour enfin remporter peut-être un monument. Parce qu'on sait que Mm. Pedersen cherche après ce monument depuis toujours. Alors que du coup, chez Visma, ben, je vois pas quoi il passer avec les meilleurs, quoi qu'il arrive. Mais même s'il passait avec les meilleurs, je vois pas qui pourrait le suivre chez eux. Il y a des très bons gars, hein. Je veux dire, un Laporte ou N'importe. un Zwingli sont des mecs très très forts, mais Laporte, on n'a pas encore vu cette saison-ci. Enfin, Mhm. il commence sa saison. Zwingli est très bon aussi, mais est-ce qu'il est capable de franchir de nouveau ce podio avec un Van der Poel ou un Pogacar qui vont nous qui vont nous asphyxier les derniers kilomètres dans une tension jamais vue et un rythme totalement dingue? Moi, j'y crois pas. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'effectivement, si ça doit venir au sprint, moi, je vais revenir sur quelque chose de plus sobre. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, un Philipsen, tout simplement, peut de nouveau jouer sa carte parce que c'est intrinsèquement le plus rapide de tous ces mecs-là. Et c'est peut-être celui qui aura dû faire le moins d'efforts de tous ces gars-là. Parce qu'un Ghana va devoir s'arracher. Il n'y aura pas grand monde, à mon avis, avec lui pour l'emmener jusque-là. Un Pedersen va devoir sans doute aussi, malgré tout, s'arracher ou en tout cas faire une partie du boulot. Et Philipsen peut se contenter de suivre Van der Poel. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je mettrais plutôt Philipsen. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a chacun un nom différent Ouais. en cas d'arriver au sprint. Ben, maintenant, moi je dis bien si ils sont tous là, hein. Parce que il Oui, est très bien Oui, sûr. possible, comme tu dis, que les autres ne sont pas là, que Philipsen soit là. Ça, par contre, là, je peux totalement te rejoindre. Juste une toute petite question pour clôturer cette question des sprinteurs. Effectivement, tu parlais des efforts. Euh, je vais venir vers Alexis parce que c'est ton choix, Alexis Milan. T'as pas peur que, ok, en vitesse pure, s'il passe, j'entends que c'est certainement le plus fort, mais que justement cet effort lui reste tellement dans les pattes. Moi, sur les courses je sais flandriennes, pas. Mm. à la fois, je me suis dit, ça devient vraiment un coureur de classique intéressant, et à la fois, je l'ai vu essayer de rester dans les premières positions, justement pour passer ces difficultés, mais je l'ai vu à un moment donné, il s'arrête presque, il perd d'un coup beaucoup de place, et puis heureusement, ça se calme et ça revient. On a eu un week-end d'ouverture qui n'était pas génial, excitant, on va dire, et au final, c'est des gros groupes, donc ça lui a été, mais sur une course plus dure, bon, ici, c'est pas le cas de Meilleur Soremo, tu me diras, mais j'ai l'impression qu'il est un peu à bloc à la fin de l'effort face au tout meilleur comme ça, et j'ai peur que même s'il passe, ça lui reste dans les jambes sur Oui, sa c'est vitesse possible. pure, sur son sprint derrière, quoi. C'est possible, mais Ah alors, bon, ça vaut pour Koei aussi, ceci dit. oui, bah, évidemment, ça vaut pour quasiment tout le monde. Regarde Pedersen l'année dernière, au final, il est emmené parfaitement Bien par sûr. Stuyven et il craque totalement. Donc ça pourrait totalement arriver à Milan, c'est sûr. En fait, moi, pourquoi est-ce que je pense à Milan? Ben, c'est oui, c'est un peu naïvement parce que c'est un sprinter de fou et que c'est aussi un pistard avec 5 minutes 30 à fond, il sait le faire. Mais par contre, dans la Cipressa, par exemple, je suis pas certain. Si c'est vraiment, si on la passe en dessous de 9 minutes comme peut faire UAE, je suis pas si certain au final qu'il passe. Et en effet, 50 km à fond, alors, 30 km à fond, voire plus avec les capots avant, en effet, ça pourrait lui être fatal, c'est sûr. Mais ça, on n'a pas encore la réponse et tu fais bien de l'envisager. Mhm. Il y a un nom qu'on n'a pas cité dans les sprinters, punchers, peut-être capables de faire quelque chose. C'est un nom qu'on a beaucoup entendu en début de saison. Euh, Sans doute encore un petit peu tôt, un petit peu jeune, mais c'est un Paul Magnier Pourquoi chez Ah Soudal oui, Quick-Step. Il a le profil, il a vraiment le profil idéal. Après, on est encore très jeune, hein, on rappelle quand même que Milan-San Remo, au-delà du Poggio, c'est quand même 300 km à faire notamment avec des conditions climatiques compliquées, avec un vent de côté qui risque de pas être facile à négocier, même si on sait que Soudal adore ces pas? conditions et commencer à créer des bordures. Mais peut-être, petite parenthèse ici, Paul Magnier, qu'est-ce que vous attendez de lui sur ce Milan-San Remo? en fait, tu me l'aurais demandé il y a un peu, enfin il y a quelques jours, avant Tirreno, je t'aurais dit, ouais, pas favori évidemment, mais clairement je l'aurais envisagé. Là, je sais pas. En fait, c'est vrai que Tirreno m'a remis un peu les pieds sur terre le concernant. Il est super bon, il a un potentiel de fou. Maintenant, comme tu dis, c'est peut-être un peu tôt. En plus, il s'est pris une Oui. double gamelle le dernier jour, sur la dernière étape. Donc voilà, je sais pas si ça aide. Donc voilà, le profil, en fait, clairement, il l'a, hein. Pas cette C'est année, quoi. comme, c'est un peu le même sentiment que ce qu'on peut avoir avec Arnaud Delis les années précédentes.
Mhm. C'est-à-dire qu'il a le profil parfait. On se dit, bah oui, c'est évident, il peut gagner. Et d'ailleurs, il était dans mes 5 noms dans cette catégorie sprinter, avec Philipsen, Milan, Coy, Magnier et Matthews. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est très long. Et puis, il y a le placement. Je pense que niveau placement, il va peut-être avoir du mal à se mettre dans les bonnes roues. Et s'il n'est pas dans les bonnes roues, c'est fini. Et oui, voilà, et peut-être la vitesse, c'est peut-être encore un petit peu trop pour lui, hein, de pouvoir suivre un Pogacar dans le Poggio. C'est marrant parce que tu as Et cité l'autre Romain, gars que je voulais avancer, c'était Michael Matthews. Michael Matthews qui, sans être éblouissant, ou en tous les cas sans prendre la lumière plutôt, c'est quelqu'un qui a fait, il est passé à quoi? À quelques centimètres hein, Ouais. d'un succès sur Milan-San Remo l'année passée. Est-ce que Michael Matthews peut refaire le coup l'année passée en allant cette fois-ci chercher la victoire? Bah, en partant, comment dire, Dans un vu petit ce que groupe, quoi. Damien dit sur la répétition et les Ouais. jambes qui brûlent, bah, pourquoi pas? Si Milan n'arrive pas à développer, si Milan est là et qu'il n'arrive pas à développer toute sa puissance, si Philipsen est en effet un petit peu moins fort que l'année dernière, ben dans ce cas-là, oui. Mais maintenant, un sprint, on n'imagine pas Matthews battre Milan et Philipsen et même Coy sur un sprint. Mais sur la répétition des efforts, pourquoi pas? c'est lui qui va le mieux digérer les efforts, ça c'est clair et net. Maintenant, je vais dire ce que j'ai dit par message à Alexis. Mathieu aussi gagnera un monument quand Almeida gagnera un grand tour, hein, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, c'est marrant parce que 5 sprinteurs hein, dans votre liste, 5. Et on cite pas du tout, j'y crois pas une seconde, hein, mais on cite pas du tout un mec qui a fait asseoir VDP sur le Giro et qui a été maillot vert du Mm. Tour de France. Ouais, parce que, Et personne n'en parle. ouais, peut-être parce qu'on y a déjà cru les années précédentes et qu'il n'a pas répondu présent. Mais c'est vrai qu'il a Ouais, dit j'y crois pas qu'il du tout, hein, voulait. mais Ah. c'est marrant que. Non, mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il a dit, peut-être aussi parce qu'on l'a pas encore beaucoup vu cette saison, mais c'est vrai qu'il a dit qu'il voulait faire absolument 2000 ans sans vraiment un objectif. Donc c'est un nouveau nom intéressant parmi les 75 noms intéressants, Tu peux le 75 pour nos amis citer. français. Tu peux le citer. Ah oui, pardon, Guermail, bien sûr. Ben Oui. voilà, Bini. Oui, C'est vrai oui, qu'on l'a pas Oui, c'est. cité, effectivement. Ouais. pardon. Ben oui, oui. Mais je te rejoins effectivement. On n'a pas encore vu Bini cette saison-ci, hein, pour ainsi dire. Et donc, du coup, c'est Mais- compliqué de l'évaluer. Et c'est d'autant plus compliqué que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, a montré le meilleur comme, entre guillemets, le pire. Et donc, Mhm. sachant qu'il n'a pas cette régularité que peuvent avoir un Van der Poel ou un Pogacar, on sait qu'un Van der Poel et un Pogacar, sur leur première course, ils peuvent la gagner. Un Bini, je sais pas. Et ici, je serais. Enfin, oui, s'ils arrivent dans un groupe de 15 au bas du Poggio et qu'il en fait partie, ça devient effectivement un potentiel vainqueur. Mais personnellement, je ne le vois pas basculer avec les meilleurs au sommet du Poggio. Parce que il n'a pas la préparation. De toute façon, alors le problème c'est que je disais déjà ça sur le tour et que ça m'a donné tort, mais et je le vois pas le plus vite s'il bascule dans le groupe. Donc, Ouais, difficile. en plus. Effectivement. Par contre, là, on évoque les sprinteurs. On sait qu'il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a surpris tout son monde. On l'a cité depuis le début de cette émission, c'est Jasper Stuyven qui avait fait le coup du kilomètre, ce fameux coup du kilomètre. C'est quelque chose qu'on aime toujours bien sur ce petit plateau, mais est-ce que vous voyez quelqu'un euh, battre tous les meilleurs grâce à ce coup du kilomètre? Et si oui, ben qui? Compliqué, Euh, hein? alors, je ne vois pas quelqu'un gagner comme ça, mais si quelqu'un devait gagner comme ça, Voilà. je change un peu le truc. Alors là, Alexis disait 75 non, bah oui, on peut s'en approcher hein, avec des scénarios pareils. Euh, je vais en citer qu'un, c'est Mauro Schmidt. Ok. C'est Mauro Schmidt qui peut passer ce genre de difficulté, c'est Mauro Schmidt qui sait essayer de prendre les devants, c'est Mauro Schmidt qui sait rouler et tenir un effort. C'est Mauro Schmidt qui est en forme quand même depuis le début de saison, même si c'est assez inégal, mais on l'a déjà vu montrer des belles choses. Donc voilà, il en fallait un parmi, blague à part, je sais pas, des dizaines peut-être qu'on pouvait prendre, au moins une dizaine on va dire qu'on pouvait prendre, et je vais rester sur Mauro Schmidt. Ouais. Même si la logique aurait peut-être voulu que je choisisse quelqu'un d'un gros bloc pour le Pas côté tactique, forcément. mais bon voilà. Pas forcément, parce que moi, du coup, ici, j'imagine un gars qui est dans le second groupe, qui revient dans la descente, un gars qui ne sprinte pas, mais aussi un gars qui fait pas partie d'un éventuel train pour le sprinter. Donc moi, je penserais plutôt à un gars d'une équipe qui est plutôt en forme en ce moment. Je pourrais penser à Alberto Bettiol.
pourquoi pas. Oh Bah, non, j'y faut crois pas pas une seule repartir avec seconde, Alberto hein. Bettiol, c'est pas Non, non, possible. mais Non, je attends. rigole. J'y Moi, crois aussi peu que j'y crois pour Mauro Schmitt, qu'on s'entende, mais ce serait un nom qui pourrait le tenter. écoute, C'est vrai qu'Astana va bien, évidemment. ouais, mais Arsenal va faire 2 ou 3e, il gagne pas, sauf si Scaroni vient, mais après S'ils font Bettiol, 2 blague à 3e de part, Milan-San Remo, déjà. ouais, et Bettiol enfin, il a abandonné après 3 jours. Il n'était pas Ouais. en bonne santé apparemment pour entamer, enfin, au sortir d'Estradé. Il a commencé Tirreno, il a abandonné après 3 jours. Effectivement, j'y crois pas trop, mais c'est le genre effectivement de coureur qui aurait pu. Moi, je vais en citer deux par rapport à ça. Je vais citer Romain Grégoire. Hmm. Parce que Romain Grégoire est un mec qui a du punch, qui a montré déjà de belles choses en début de saison. Et donc, de nouveau, dans l'optique d'un petit groupe qui reviendrait sur les 5-6 meilleurs dans vraiment les derniers kilomètres, hein, parce que ça se regarde un petit peu et qui ne s'arrête pas, donc qui dépasse en fait le groupe qui était en tête et qui se regarde. Voilà, pourquoi pas Romain Grégoire qui a un bon punch, un bon sprint aussi, hein, il est quand même assez rapide. Et l'autre mec que je vais citer, c'est Magnus Cort, Ouais, j'avais qu'on a pensé déjà aussi. cité aussi depuis le début de la saison, qui a montré sur le Gran Camino de grosses choses. Voilà un mec qui est très rusé aussi. Cela dit, c'est un gars qui pourrait aussi, pourquoi pas, dans un groupe de 10-15 personnes, qui peut gagner au sprint, hein. Ouais. Il a une très belle pointe de vitesse. Donc, est-ce qu'il lui aura déjà les jambes, hein, mais est-ce qu'il aura envie de peut-être jouer tout son Milan-San Remo s'il se retrouve à 1500 mètres de la ligne dans le bon groupe? Est-ce qu'il aura envie à ce moment-là de tout risquer en essayant de faire le coup du kilomètre? Ou parce Ouais, qu'il y aura plus rapide que lui dans le groupe, donc ça- peut-être. ça- ouais, pour moi, ça ne marche que si effectivement on se retrouve à homme contre homme, que ce soit à 5, 10, si vous avez effectivement ne fût-ce qu'un semblant de train, Mhm. si vous avez oui, Pedersen Milan ou enfin, je pense plus à Philipsen Van der Poel, c'est compliqué de faire le coup du kilomètre avec ces mecs-là derrière, hein. Mais enfin, Ouais. s'il y a un mec qui peut le faire, c'est Cort. Et je dis, Grégoire, ce serait beau. Ce serait vraiment beau. J'aurais dû te couper la parole et parier, parce que souvent j'arrive à deviner. J'étais sûr que ton deuxième nom c'était Kort. Quand tu as dit j'ai un Ouais. deuxième, j'en étais sûr, mais à Ah, 1000% que ça allait être Kort. Et moi, à chaque fois, Kort, j'y crois pas sur les courses. À chaque fois, il fait des trucs de fou sur les courses à étapes, et j'ai dit, eh, c'est bon, j'ai fini d'y croire sur les courses d'un jour. Mais là, de nouveau, son début de saison donne envie. Surtout que course d'un jour, Stradé, très bon résultat. Donc, un petit peut-être. En fait, je vais dire un deuxième nom auquel je crois pas du tout, mais parce que vu que c'est en même temps un tout petit peu, pas de débrief, mais qu'on reparle un peu de ce qu'on a vu depuis le début de saison, et que je veux juste citer son nom pour ce qu'il fait je le depuis le début sais. d'année. Un Irlandais. Bah oui, tu le sais. Ah oui. Vas-y, je te laisse dire. Rick. Bah oui, Rick Pluimers, Oui, oui, absolument. le gars, je le connaissais pas. Je vais être honnête avec vous, hein, je le connaissais pas. Et ce début de saison, incroyable. Il passe des bosses, il sprint, vraiment très 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 bon. Alors, en soi, il a un peu le profil de ce que j'en vois, hein. Je connais pas bien le garçon du coup. Pour Milan-San Remo, après, on va peut-être pas déconner, hein, c'est Oui, juste oui. que je voulais quand même mettre en avant son début de saison, quoi. Oui, c'est ça. C'est le citer parce qu'effectivement, j'y crois pas non plus. Par contre, Non, il méritait qu'on. Voilà, oui. voilà. Mais justement, un Julien Alaphilippe, on Mm. sait que c'est une course qui pouvait lui convenir il y a quelques années. On en a déjà parlé sur le petit plateau. Ici, on se retrouve dans une configuration où le gars arrive visiblement assez frais mentalement. Il a montré de belles choses. Est-ce que c'est complètement fou d'imaginer un Alaphilippe basculer avec ou très proche des meilleurs et de se retrouver à jouer la gagne? Parce que si c'est le cas, voilà un mec qui a de l'expérience, qui pourrait éventuellement se prendre son monde au kilomètre. Je peux y croire qu'il soit Dans dans l'époque dans un actuelle, groupe de 15-20, mais voilà. Pas beaucoup plus. dans l'époque actuelle, il faut être tranché, non? Faut faire réagir maintenant, il faut faire le buzz et tout ça. Tu m'as dit qu'il pleut en Clivant, plus. clivant, il faut être. Oui, il va chuter, il va Clivant, glisser, je ok, il sais. faut être clivant. Non, il va pas chuter, mais à la Philippe, la pluie, c'est catastrophe. Il déteste, il est très mauvais sous la pluie. Euh, donc, dans le scénario qu'on peut imaginer, je vais être clivant, hein. Bah, après Chypre, il est plus là, hein. Ouf. Moi, je le vois quand même plus fort qu'il y a 2 ans, parce que l'année dernière, au final, ça allait. Mais voilà, il est plus assez fort que pour cibler tout meilleur, je pense. En fait, Ok. je suis volontairement Oui, oui. clivant dans le sens où, oui, s'il pleut, il n'est pas toujours très bon. Et là, il a montré à la fois des belles choses et à la fois
vu que Tudor a montré pas mal de beaux trucs, du coup, j'espérais un tout petit peu plus d'Alaphilippe sans que ce soit mauvais, hein. Mais je sais pas. Enfin voilà, bref, peu importe. En tout cas, gagner tout ça. Pour répondre à la question de Romain, en dehors de Chypre et ça, non. Eh ben, c'est marrant que tu parles de Cypressa parce qu'on en a très peu parlé finalement ici durant Mhm. cet épisode. On s'est focalisé sur une arrivée qui allait se jouer dans le Mhm. Poggio, voire après le Poggio. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an d'ici, on se disait remporter Milan-San Remo en démarrant avant la Cipressa ou en attaquant la Cipressa, c'est quasi pas possible. On avait vaguement évoqué quand Pogacar avait fait le coup des 80 km sur l'Estradé. On s'est dit, mais ça y est, le mec va partir dans la Cipressa, on va rien comprendre. Maintenant, d'un point de vue plus réaliste, euh, est-ce que vous pensez qu'un scénario dans lequel bon, il y a que Pogacar capable de faire ça, mais dans lequel un coureur attaque dans la Cipressa est réaliste aujourd'hui sur Milan-San Remo? Bah oui, Romain, tu le dis, hein, attaquer dans la Cipressa, c'est impensable. S'isoler dans la Cipressa et tenir jusqu'à la Via Roma, c'est impossible. Mais attaquer à 100 km au championnat du monde, c'est impensable. Et tenir jusqu'au bout, c'est impossible. Pareil avec l'Estradé, pareil avec les 7 watts par kilo, pareil avec les 3 minutes d'avance sur la Lombardie, etc., etc., etc. Donc ce qui est impensable et impossible, Pogacar balaye ça minute après minute, jour après jour. Donc je pense pas que c'est ce qui va arriver. Enfin, en fait, je suis partagé. 45%, 55%. Je pense ça fait partie des pistes étudiées, c'est sûr. UAE a étudié cette piste-là. Lui a envie de le faire, mais peut-être que l'équipe s'est dit non, c'est plus intelligent de visser à fond, de faire tout mieux que l'année dernière, parce qu'ils l'ont raté l'année dernière, tout faire à fond jusqu'au pied du Poggio, et là, t'attaques. Mais je pense qu'il a envie de le faire quand même. Et qui, ouais, j'y crois pas, mais je veux dire, on s'en fout de ce que je crois avec ce gars, parce que tout est possible avec lui. Donc pourquoi pas? Ouais, je suis presque d'accord avec tout, si ce n'est les pourcentages 45-55 de ce que je crois ou de ce que je crois pas. Mais oui, en Ouais, je me fait, suis enflammé un avec ce peu. que j'ai dit sur Van Der Poel, ouais, avec ce que j'ai dit de Van Der Poel depuis le début de cet épisode, en vrai de vrai, et moi aussi je vais m'enflammer, je pense que c'est la meilleure chance de victoire de Pogacar, Ouais, peut-être. d'essayer de partir au solo, mais il le fera pas. Surtout Ils qu'il vont, pleut, ça va se comme tu dis très bien, désorganiser. en fait. Ouais, mais comme tu dis très bien, en fait, ils peuvent pas ne pas réessayer ce qu'ils ont fait l'année passée, Mhm. entre guillemets, en le faisant bien. Parce que Ouais, l'année passée, on peut pas dire que leur tactique a raté. Ils se sont foirés. Ils n'ont ouais. pas été au niveau de leur tactique, en fait. Donc, je pense qu'ils doivent se dire, bon, c'est la bonne tactique. On repart là-dessus, mais cette fois-ci, on se rate pas. Donc, je n'imagine pas une seconde qui puisse attaquer de si loin. Et pourtant, je le répète, sans penser qu'il y arriverait, hein, sans penser que c'est facile parce qu'il arrive à le faire sur d'autres courses, qu'il arriverait à le faire sur Milan-San Remo, hein. Je dis pas du tout qu'il est capable de le faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ce serait sa meilleure chance. En fait, c'est toujours bizarre parce qu'on dit ça peut s'organiser derrière, mais ça se résigne tellement vite aussi derrière lui. Je pense qu'il y a un truc aussi moral, mental. Enfin, j'en sais rien. Ça dépend des blocs qui resteraient ou pas. Mais s'il arrive à Mais essorer tout ça, s'il visse à fond et qu'il pleut et que voilà et que ça fait déjà 30 km qu'ils sont à fond, est-ce qu'il y aura tant de monde que ça au sommet de la Cypressa? Pas tant, hein, je pense qu'ils seront pas si nombreux que ça. Et puis comme tu dis, ça se désorganise derrière. Et puis en fait, Pogacar, s'il a 20 secondes d'avance, est-ce que s'il y a, disons, 4-5 équipiers qui roulent derrière, est-ce que ça revient? Je suis pas si sûr. non, parce que est-ce qu'il n'est pas plus fort? Parce que lui, cet effort-là, il le digère tellement facilement que Oui, les autres, ils sont cramés quand même c'est s'ils se ça, sacrifient derrière, ouais, mais ils ont plus grand-chose dans les jambes, quoi. c'est ça. Donc ouais, Ouais. je pense pas qu'il va le faire. En effet, comme tu dis, je pense qu'ils vont réessayer l'année dernière avec des meilleures jambes, disons. Mais pourquoi pas? Ce serait peut-être sa meilleure chance, même si c'est improbable de dire ça. Ouais, on Mhm. rappellera Ouais, c'est un peu fou, hein. le sommet de la Cipressa, c'est 20 km, 22 je pense, de Mhm. l'arrivée. Il y a 9 km entre le bas de la Cipressa et le pied du Poggio. Alors 9 km, c'est peu, surtout à l'égard de l'ensemble de la distance de la course, 300 km, on rappelle. Mais effectivement, si un gars est capable de faire ça, c'est Pogacar. Est-ce qu'après son équipe va jouer cette carte-là? J'y crois pas non plus. Ce serait d'autant plus beau parce que qui a gagné Milan-San Remo en partant avant le Poggio sur les 50 dernières années? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Même Mais Pantani a raté. ça reste.
Même Pantani a raté. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Effectivement, donc j'y crois pas trop. Mais ce serait beau. Mais du coup, voilà, si on n'y croit pas, on a évoqué beaucoup de scénarios différents. On a évoqué un mano à mano entre Pogacar et Van der Poel, l'un ou l'autre qui pouvait peut-être distancer l'autre ou l'un. On a évoqué une arrivée au sprint, on a évoqué une arrivée en petit groupe avec aussi la possibilité de coup au kilomètre. Finalement, quel est, selon vous, le scénario qui a le plus de chances de se produire parmi tout ça? Compliqué, hein? C'est ça qui est incroyable avec cette Moi, course. je vais dire, bah, c'est ça, ouais. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Enfin, Bah oui, qu'on l'aime tant, c'est fou. surtout en J'aurais ce jamais moment. cru dans mon enfance dire ça, en fait. Ouais. Voilà, surtout en ce moment, c'est ça. Moi, je vais quand même partir sur les favoris, enfin ceux qui vont passer le pot de jeu en tête. Ouais. C'est eux qui vont se jouer la victoire. Alors, est-ce qu'ils vont se jouer la victoire au sprint ou est-ce que, mettons, on a cité Pidcock et Ghana essentiellement. On va rester sur le fait qu'ils passeraient à 4, par exemple. Est-ce que Pidcock, parce que c'est celui que j'imagine tenter ça, est-ce que Pidcock peut les surprendre et que derrière personne roule pour ne pas ramener les autres? Ouais, peut-être. Mais bon, après, ça reste normalement. Mon scénario, c'est VDP au sprint. Enfin, au sprint à 2, donc. Moi, je pense. Enfin, non, tu me poses la question il y a 10 minutes ou demain, je te dis peut-être autre chose, hein, tellement c'est indécis cette course. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est que scénario le plus probable pour moi, c'est qu'ils sont à 3 au sommet du Poggio, Pogacar, Van Der Poel, Ghana, et que UAE aura tellement vissé, tellement roulé vite dans la Cipressa qu'il n'y aura plus beaucoup d'équipiers, il y aura peut-être même plus beaucoup de sprinteurs non plus, et que du coup derrière, ça ne saura pas revenir parce que ça va être désorganisé. Et donc ils vont se jouer la victoire à 3 et Ghana va les surprendre avec un sprint ultra long qui va les faire craquer. Ah! Voilà mon scénario pour le moment. Donc ça change depuis le début de l'épisode, où Ouais, c'était plutôt un sur Van peu. der Poel. Ouais, ouais. Ouais. Non, moi je reste effectivement sur Pogacar et Van der Poel qui peuvent passer en tête, et ça jouera entre deux, et Pogacar pourra battre Van der Poel sur un sprint long. Voilà comment moi je vois un peu les choses. Mais effectivement, c'est ça qui est beau avec cette course-là, c'est inconnu. Greg Van Avermaet disait tout récemment que ben, c'est la chance en fait qui joue sur cette course. Il faut être très fort évidemment, mais c'est pas forcément toujours le meilleur Mm. qui l'emporte. Il y a parfois ce petit brin de chance. On verra comment ça va se passer, mais c'est vrai que on a un peu l'impression, et là Alexis, je sens que tu vas sourire quand je vais dire ça, mais que c'est peut-être le monument euh, qu'on aurait trouvé le plus barbant il y a quelques années d'ici, et qui devient le plus hypant finalement de cette Par génération. la force des choses, ouais, avec peut-être Paris-Roubaix aussi, mais parce que ce qu'on aime aussi, bah, pas tout le monde, hein, mais ce qu'on aime aussi, c'est le suspense, l'indécision. Et au final, c'est peut-être une des seules courses où il en reste. Donc voilà, c'est ça qui plaît beaucoup. Un monument très hypant finalement pour nous, pour tout le monde finalement qui suit le cyclisme. Pourtant, pardon, euh, on, on va quand même faire une petite parenthèse belgo-belge. Ça fait peut-être très longtemps euh, qu'on n'a plus vu finalement un monument sans avoir vraiment d'idée de quel Belge pourrait être numéro un à l'arrivée, de quel Belge pourrait éventuellement gagner. On a cité un nom depuis le début, Ouais. Damien, c'est toi, c'est Maxime Van Gils. On ne sait pas encore, à l'heure où on enregistre ce podcast, on ne sait même pas encore s'il sera au départ. Euh, je vais peut-être vous poser deux questions. La première, c'est quel est le Belge que vous verriez le premier arrivé finalement à San Remo, et à quelle place ou dans quelles conditions? Et puis, dans une deuxième partie de la question, je vais vous demander, est-ce que ce début de saison vous inquiète pour le cyclisme belge, au sens Hmm. Mmh. global? Alors, le Belge que je vois finir le premier, ce que tu dis, on a évoqué Van Gils, bah, il y avait Philipsen quand même. Ouais. Oui, C'est c'est vrai, c'est évidemment, vrai. mais c'est n'importe quoi ce que je vais dire en disant évidemment, parce que c'est pas du tout évident. Pour moi, ce sera Van Gils devant Philipsen. Ah ouais. Ok. Parce que si on reste sur l'idée que ça va vraiment visser et que cette fois-ci, ils vont réussir de la Cipressa, bah, il a intérêt quand même à sacré mieux grimper encore Philipsen, parce que là, ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment dur. Et Van Gils, moi, c'est celui que j'avais déjà dit l'année passée. Bon, au final, il s'était Hmm. très bien débrouillé, mais il y avait eu Philipsen. Voilà, Van Gils, j'ai envie d'y croire. Pour répondre à ta question sur le cyclisme belge, je m'inquiète pas
Globalement, je m'inquiète pour Arnaud Delis. Ok. Je m'inquiète pour Arnaud Delis dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et Dieu sait que j'aime Arnaud Delis et j'espère vraiment me planter et j'espère que là, du coup, il va aller faire nos cœurs dans 2 jours et qu'il va écraser la course et qu'il va me montrer que tout va bien, hein. Mais oui, alors il y a eu des problèmes mécaniques. À chaque fois, en fait, il y a eu des excuses sans dire qu'il se cherche des excuses, hein. Il y a eu vraiment des excuses, mais des excuses qui justifient peut-être pas quand même que derrière ça fonctionne pas. Même sur Almeria, par exemple, en début, alors oui, il avait d'abord eu un petit accident, donc il est arrivé avec un peu moins de conditions. Je sais pas. L'année passée, ça a été un début de saison difficile. Cette année, c'est un nouveau début de saison un peu difficile à mes yeux. Et j'aime pas quand un coureur il enchaîne comme ça, sans dire ici, sans remettre son potentiel en cause, sans remettre ses méthodes de travail en cause, sans rien remettre en cause. Peut même juste peut-être même de la malchance, des événements qui se mettent comme ça. J'aime pas quand ça s'enchaîne parce que j'ai peur qu'au final, bah, ça dure toute une carrière. On a eu le Poissard Seb Van Mark par exemple, ça a duré toute une carrière. On voit ce qui arrive à Wout van Aert. Bah, voilà, j'ai l'impression que les mecs qui ont des problèmes parfois comme ça à répétition, eh ben, c'est parti pour toute une carrière. Et je souhaite tout l'inverse évidemment à Arnaud. Euh, et alors juste un tout petit mot, alors là je sors totalement du cadre de Milan-San Remo, mais c'est parce que tu parles de cyclisme belge. Ouais, je suis très inquiet pour Kian Uijtdebroeks évidemment. Et là j'ai pas grand-chose à dire si ce n'est on va attendre de Ouais. voir, mais je suis très très inquiet. Ouais. Moi, bon, déjà pour Milan-San Remo, pour dire un autre nom que Damien, je vais quand même rester sur Philipsen. J'ai envie de citer, alors je ne le vois pas être premier belge, mais je le vois faire un bon Milan-San Remo parce que je pense que le grand public ne se rend pas encore compte de son talent, c'est Bergmoos, qui est aligné. Maintenant, est-ce que je suis inquiet pour le cyclisme belge? Je vais commencer par dire non, parce qu'on a un tel vivier qu'on continuera, c'est ce que tu me disais, Damien, en off, on va continuer à briller sur toutes les courses. Maintenant, oui, on a des très gros cracks, encore plus que les autres cracks, et ils ont tous des problèmes. Je suis inquiet par le vieillissement de Wout van Aert, même si je pense que dans cette génération-là, quand on est aussi professionnel que Wout van Aert, on peut être encore très très fort à 30 ans. J'espère, hein, d'ailleurs, parce que je vais bientôt fêter les miens. Je suis Arnaud Delis. Qu'est-ce que je peux dire pour lui? Oui, il a des problèmes de placement, il a des problèmes il n'est pas aussi fort sur toutes les courses, ce qui est normal en fait. On oublie que c'est normal parce qu'on a des monstres qui sont forts tout le temps. Lui est pas fort tout le temps, ce qui est totalement normal. Et j'ai peur que mentalement ça le pèse. Et je pense que c'est pour ça qu'il vient pas à Milan-San Remo. C'est pas une question de forme à mon avis, même si j'en sais rien, hein. Je pense que c'est parce que mentalement voilà, il vacille et il a besoin d'aller se rassurer sur des petites courses. Mais il doit comprendre, je pense que c'est pas comme ça qu'il doit fonctionner toute sa carrière et que c'est pas grave s'il se loupe sur ses grands objectifs. Kian, je suis évidemment très très inquiet et je vais pas citer le nom de sa condition parce que je ne saurais pas, mais je pense qu'il va devoir passer par une opération qui en soi fonctionne, mais pas toujours. Et alors les autres, bah oui, Remco, il a beaucoup de pépins, mais il revient toujours très fort, donc lui, je suis pas plus inquiet que ça. Oui, bah, c'est vrai, je suis Romain, assez d'accord. rassure-nous. Oui, bah, allez, on- effectivement, pour boucler la boucle sur Milan-San Remo, bah oui, je vois bien Philipsen ou Van Gils, si Van Gils est aligné, être le meilleur Belge. Je vois pas d'autres mecs. On a Stuyven, on a Kampenaerts qui peuvent éventuellement. Bergmoes, oui, dans l'optique où ces mecs-là doivent travailler. Il reste aussi la carte Wellens. Si Wellens ne doit pas faire à fond la Cipressa comme l'année passée et qu'il se trouve à devoir faire un train d'enfer au sommet du Poggio, il basculera fort proche de la tête et donc il pourrait arriver comme meilleur Belge. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un monument où pour la première fois depuis longtemps, on va le suivre sans faire trop attention finalement aux Mm. Belges. Et pour revenir sur la santé du cyclisme belge en général, effectivement, je suis assez d'accord avec Alexis. Il y a un tel vivier que je pense qu'il y a énormément de nations qui rêveraient de se poser cette question-ci à cette heure-ci. Euh, après, oui, Wout van Aert, c'est, je suis assez enfin, sensible. Je comprends l'allusion à Seb Van Mark. Il y a trop de malchance qui s'est accumulée. On dit toujours que la chance, c'est quelque chose qui se forge, enfin qui se force, pardon. Euh, je voyais ici encore ces dernières heures, il est
en choses, en stage énormément. Il fait beaucoup de stages, il fait beaucoup de courses sur lesquelles lui n'a pas vraiment d'objectif. Donc j'ai l'impression que d'un côté, il se fatigue beaucoup dans des objectifs d'équipe, pas forcément sur sa carrière lui. C'est très altruiste de sa part, mais ça dessert son palmarès évidemment. Et puis les stages, on a déjà parlé avec des personnes qui sont dans le milieu professionnel. C'est pas la course, hein. Et Mhm. quand on est en stage, on ne frotte pas. Quand on est en stage, on ne roule pas dans un peloton. Donc, c'est peut-être pas, je dis bien peut-être, hein, c'est peut-être pas un hasard si les mecs qui font des stages tout le temps sont les mecs qui chutent tout le temps. L'équipe qui fait le plus de stages, c'est Visma. L'équipe qui chute le Ouais. plus, c'est Visma. C'est peut-être pas un hasard. Cela dit, pardon, pour vraiment revenir sur le cas cette fois-ci de Arnaud Delis spécifiquement, on l'oublie, hein, mais le mec, il vient cette semaine de fêter ses 23 ans. Il est encore très Eh jeune. oui. Il a été bombardé du jour au lendemain. Il a eu 2 ans de pression de fou avec l'auto, où un peu par hasard, il s'est retrouvé comme étant la meilleure carte possible pour l'auto pour essayer de survivre simplement. Alors, ça, dans sa roue ben, et dans d'autres domaines, un Van Gils, un Van Edvelt ont émergé, aussi un peu grâce à Deli. Donc, Arnaud, je pense, a accumulé beaucoup de pression finalement pendant 2 ans. Il y a eu ce petit ratage au démarrage la saison passée où beaucoup de choses ont pu s'expliquer par la suite, la maladie de Lyme notamment, mais au moment on ne savait pas, donc ça a été sans doute difficile à digérer. Euh, on sait que quoi qu'il arrive, sauf énormissime catastrophe, l'auto sera en World Tour l'année prochaine. Il faudra assumer ce statut de World Tour et il faudra surtout euh, aller rechercher les points que l'auto pour l'instant ne marque pas. Et là, ben, Van Git c'est parti, Van Helvelt est très courtisé, De Ligt lui a prolongé chez Lotto. C'est clair que ça devient l'homme de la structure. Donc quelque part, peut-être qu'il y a aussi, de façon inconsciente, qui sait, cette idée de se dire voilà, c'est peut-être l'année un peu de on va souffler, on va entre guillemets reculer pour mieux bondir. Ça, c'est peut-être un élément de la solution. Enfin de l'explication, pardon. L'autre élément, c'est peut-être aussi le fait simplement que le gars a une puissance folle, un truc tel que c'est difficile pour lui peut-être d'aller au-delà de ce qu'il a déjà montré, si ce n'est Mhm. par l'expérience. Et ça s'acquiert au fur et à mesure. Euh, il évolue aussi dans un milieu où tous ses rivaux ont peut-être accès à des choses qu'on ne connaît pas. Je ne parle pas de dopage, attention. On sait bien que sur les petits plateaux, on ne parle pas de dopage à l'emporte-pièce, mais on sait que l'auto a un petit budget, là où d'autres équipes ont des budgets faramineux. Et donc en recherche et développement, il y a forcément un gap qui se crée, on le voit avec d'autres équipes aussi. Et peut-être que là aussi, l'auto n'a pas accès à tous les éléments. Je prends l'exemple de Maxime Van Gils qui, en début de saison, on en a déjà parlé dans le petit plateau, avait expliqué, bah, là où il y avait un mec pour l'équipe chez Lotto, ils sont 10 chez Red Bull. Et donc, bah, quand vous avez un masseur qui a tourné de chambre en chambre chez les coureurs après la course, bah, chez Red Bull, vous arrivez dans votre chambre, le masseur, il est là, il vous attend. Ça montre, selon moi, qu'il y a une vraie différence de niveau entre les petites équipes, l'auto est une petite équipe, et les grosses cylindrées. Et on attend d'Arnaud qu'il soit rival des mecs de ces grosses cylindrées. Effectivement, si Arnaud va gagner et va même écraser sur une jambe la Femelle Ardenne Classique, ou qu'il va gagner la Nockereux ou la Montserrat, on va dire, ouais, c'est des 1-1. Oui, mais il est dans une équipe pro team, les gars. C'est ça qu'on Mhm. oublie aussi. Et peut-être qu'il faudrait voir Arnaud Delis dans une plus grosse écurie. Et là, peut-être effectivement attendre d'Arnaud Delis qu'il aille gagner un Isblad, qu'il aille gagner peut-être pas un Milan-San Remo, mais en tout cas qu'il aille faire un top 5 à Milan-San Remo, au Rand ou à Roubaix. Donc c'est Ouais. tout ce questionnement. Nous, en tant qu'observateurs, on se le pose. Je pense que lui se le pose comme coureur, que son entourage se le pose aussi. Mais c'est pas pour ça qu'on doit douter de ses capacités. Il a montré qu'il a un talent fou, qu'il a une force folle. Et le tout, c'est de trouver les bons ajustements de tous côtés. Et le jour où tout sera aligné, je pense que on va voir Arnaud plus fort qu'on ne l'a jamais vu jusqu'à présent. Ouais, c'est intéressant tout ça. C'est vrai que ça peut être assez intéressant d'aller le voir dans une autre écurie, même si ça pourrait aussi le forcer à courir un peu contre nature et voilà, aller faire des stages qu'il n'aime pas, etc.
et prendre le risque aussi que mentalement ça ne suive pas. Mais oui, c'est clair que pour pouvoir exploiter sa puissance au mieux, il devra peut-être penser à quelques réajustements. Ben oui, mais c'est vrai que ce Milan-San Remo sans Arnaud Delis, sans Wout van Aert, pour nous Belges, il y aura effectivement ce côté un peu décevant, mais on répète, on a peut-être justement, c'est assez paradoxal, jamais été aussi hypé par ce monument de la Primavera. Mano à mano, a priori, entre Pogačar et Van der Poel, même si on a compris avec Alexis notamment, Ghana n'est pas loin, mais on a cité Pidcock, on a cité Pedersen, il y a Philipsen qui est toujours là aussi. Bref, ça va certainement envoyer du bois, comme on dit dans le Poggio. On se réjouit en tout cas de voir ça. Alexis Damien, ben, merci d'avoir présenté cette édition de la Primavera, le premier monument de la saison, on répète. On se retrouve assez rapidement pour voir ça. Et puis, bah, pour le reste, on souhaite à tout le monde une bonne course et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!